Salut tout le monde! Aujourd'hui, on continue notre exploration du corps humain et de la santé. Et pour ça, on va se transformer en véritable détective scientifique. Notre mission, si on l'accepte, mener l'enquête pour explorer le monde invisible qui se cache derrière les maladies. Le rhume, la grippe, la gastro. On est tous passés par là, non? Ces maladies, on les connaît bien. Elles font un peu partie de notre quotidien. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question d'où est-ce que ça vient tout ça? Qui sont les vrais coupables derrière la fièvre, le nez qui coule ou les maux de ventre? Eh bien, c'est précisément la problématique qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Alors, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va voir comment l'enquête a démarré avec un certain Pasteur et sa découverte des microbes. Ensuite, on étudiera leur méthode de propagation. Troisième point, et ça c'est super important pour le bac, on va apprendre à analyser une preuve scientifique. Et pour finir, on verra comment on lutte contre une épidémie. Prêt? Allez, c'est parti! Pour commencer, on fait un petit bond dans le passé, direction le 19e siècle, une époque où on ignorait totalement la cause des maladies. Et là, un homme va tout changer, Louis Pasteur. Lisons attentivement cette phrase de Pasteur. En travaillant sur une maladie qui touchait les élevages de porcs, il a une intuition géniale. Mais surtout, il le prouve. Le responsable, c'est un microbe spécial. C'est une révolution. Pour la toute première fois, on met un nom sur le coupable invisible d'une maladie. Donc ce fameux microbe de Pasteur, aujourd'hui on lui donne un nom scientifique plus précis, un agent pathogène. Retenez bien ce terme, c'est un organisme qui peut nous rendre malades. Et nous, l'organisme qui est infecté, on est appelé l'hôte. Ok, maintenant qu'on a le nom du type de coupable, il est temps de les identifier plus précisément. On va faire comme la police scientifique, on va dresser le portrait robot des 3 grandes familles de suspects. Voici nos 3 suspects principaux. D'abord les bactéries, comme celle qu'a étudiée Pasteur. Ensuite les virus, qui sont beaucoup plus petits, comme le virus du chikungunya. Et enfin, les eucaryotes. Alors, eucaryotes, ça a l'air un peu barbare comme nom, mais ça veut simplement dire que leurs cellules ont un noyau, un peu comme les nôtres. Ça peut être des organismes avec une seule cellule, comme le plasmodium qui donne le paludisme, ou même des tout petits animaux, comme l'acarien qui est responsable de la gale. Donc voilà nos 3 grandes familles de coupables. Bon, on a identifié nos suspects. C'est bien. Mais la deuxième étape de notre enquête, c'est de comprendre comment ils se propagent d'une victime à l'autre. C'est un peu leur mode opératoire, si vous voulez. On appelle ça le mode de transmission. En gros, il y a 2 grandes stratégies. D'abord, la transmission directe. Là, l'agent pathogène passe d'une personne à l'autre sans intermédiaire. Ça peut être par contact, par l'air qu'on respire ou par le sang, comme pour le VIH. Et puis, il y a la transmission vectorielle. Là, c'est plus rusé. L'agent pathogène utilise un complice, un autre organisme qu'on appelle un vecteur, pour voyager d'un hôte à un autre. Prenons l'exemple du paludisme, c'est très clair. Ici, le vecteur, c'est un moustique. On pourrait dire que c'est le chauffeur Uber du parasite. Il pique une personne malade, il embarque le parasite, le plasmodium, et hop, il va le déposer chez une nouvelle personne en la piquant à son tour. Le moustique, lui, n'est pas malade, il ne fait que transporter le vrai coupable. C'est ça, la définition d'un vecteur. Et attention, ça, ce n'est pas juste une histoire qui se passe dans les pays tropicaux, loin de nous. Avec le réchauffement climatique, des moustiques comme le moustique tigre, qui peuvent être des vecteurs de maladies, s'installent maintenant durablement en France. Et ça augmente le risque de voir apparaître des maladies comme la dengue ou le chikungunya directement chez nous. C'est un vrai enjeu de santé publique actuel. On passe maintenant à une partie essentielle de notre travail de scientifique, une vraie partie méthode. Comment analyser un document? Comment être sûr que ce qu'on observe est bien une preuve? On va le faire ensemble, étape par étape. Voilà notre pièce à conviction, un graphique. Il nous montre l'évolution du nombre de morts à cause du tétanos et des oreillons en France sur une longue période. Les petites flèches indiquent le moment où on a commencé à vacciner massivement la population. Alors, qu'est-ce que ce document nous raconte? Première étape, et c'est la règle d'or en science, on décrit ce qu'on voit. On n'interprète rien, on est factuel. En classe, on dirait « je vois que ». Le nombre de décès pour ces 2 maladies chute, et pas qu'un peu, c'est une chute spectaculaire, juste après l'introduction des vaccins. Pour l'instant, c'est un simple constat, une corrélation. Deuxième étape, on fait appel à ses connaissances. C'est le fameux « je sais que ». Qu'est-ce que je sais sur ce sujet? Eh bien, je sais qu'un vaccin, ça sert à entraîner notre corps, notre système immunitaire, à se défendre contre un agent pathogène bien précis. C'est de la prévention. Et enfin, la 3e étape, le moment Eureka, la déduction. J'en déduis que. Là, je connecte ce que je vois, la chute des décès, avec ce que je sais, le rôle du vaccin. J'en déduis donc que la vaccination a été une stratégie super efficace pour lutter contre ces maladies. Vous voyez la démarche? Je vois, je sais, j'en déduis.
C'est ça, un raisonnement scientifique complet. Super, maintenant qu'on connaît nos ennemis et qu'on sait comment prouver qu'une arme est efficace, regardons un peu tout l'arsenal qu'on a à notre disposition pour lutter contre la propagation des maladies. Pour lutter, on a toute une panoplie de stratégies. D'un côté, il y a les mesures individuelles, les gestes d'hygiène de base comme bien se laver les mains. De l'autre, il y a les mesures collectives, organisées par la société. Ça va de la prévention, comme la vaccination ou les campagnes d'info, au traitement, comme les antibiotiques. Et attention, je le répète, les antibiotiques, c'est efficace uniquement contre les bactéries. Et puis, dans les cas les plus graves, on peut même aller jusqu'au confinement, comme on l'a vu avec Ebola. Le but de toutes ces mesures, bien sûr, c'est de contrôler ou de stopper une épidémie, c'est-à-dire quand une maladie infectieuse se propage à toute vitesse au sein d'une population. Allez, pour être sûr que tout est bien en place, voilà une mini-fiche de révision avec les mots-clés à retenir. Agent pathogène, le microbe coupable. Transmission directe, il passe tout seul. Vecteur, il a besoin d'un transporteur. Et la vaccination, on prépare les défenses de notre corps à l'avance. Facile, non ? Et voilà, notre enquête est terminée. Mission accomplie. Faisons le bilan. On a identifié les coupables, nos fameux agents pathogènes, on a compris leur stratégie, la transmission directe ou via un vecteur, et surtout, on a vu que la démarche scientifique nous donne des outils surpuissants, comme la vaccination pour nous défendre. Mais cette enquête soulève une nouvelle question. Quand un agent pathogène arrive quand même à entrer dans notre corps, que se passe-t-il ? Comment notre organisme fait-il pour se défendre de l'intérieur ? Eh bien ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo sur le système immunitaire. Si cette vidéo a pu aider, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la suite. À très bientôt!